Quand on vend une vieille théière ou un vieux sac de sport en vide-grenier, en général, on pose l'objet sur la table et on attend, quoi. Ouais, c'est super basique. C'est ça. Mais alors, vendre un jeu de société moderne et complexe, c'est une toute autre histoire. Bon, décortiquons un peu tout ça. Aujourd'hui, notre analyse se penche sur notre récent article. Tu sais, celui sur les 13 astuces pour transformer un stand un peu chaotique en véritablement à joueur. Ah oui, et tout ça sans brader les trésors de sa précieuse étagère Kallax, évidemment. Grave, le meuble sacré. La vraie question pour démarrer l'exploration de notre texte, c'est pourquoi une boîte en carton exigerait un traitement VIP par rapport à cette fameuse théière Alinka? Bah, ce qui est fascinant ici, c'est qu'on ne vend absolument pas du carton et du plastique. Non, c'est sûr. On vend une expérience sociale, en fait. La promesse d'une soirée ludique, super réussie. Et pour que ça marche, il faut bien comprendre que le cerveau du chineur matinal, il scanne l'environnement en une fraction de seconde. Pour évaluer l'offre, ouais. Exactement. Donc l'agencement visuel est vraiment primordial. Du coup, la fameuse pile punitive au sol qu'on dénonce dans notre article, c'est une erreur fatale. Parce que ça envoie inconsciemment le message que ces jeux sont de simples rebuts dont on veut se débarrasser, quoi. Précisément. Mettre un jeu de valeur par terre, c'est détruire sa valeur perçue directe. Ah, c'est clair. L'astuce, c'est de surélever les boîtes sur des tréteaux à hauteur d'yeux. Et surtout de face. Pour qu'on voit bien la couverture. Voilà. Et ensuite, il y a la signalétique. Dans un océan visuel rempli de vieux vêtements, le cerveau a besoin d'un raccourci cognitif. Genre une simple pancarte A4 avec écrit jeu de société en gros. C'est ça. Ça agit comme un phare. Et si on arrive à se regrouper avec les stands voisins pour créer un pôle jeu, on transforme une simple table en vraie destination. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans notre article, on parle d'annoncer les titres précis sur les réseaux sociaux avant même l'ouverture à 9 heures. Ah, le fameux teasing matinal. Ouais, au lieu de voir ça comme une petite annonce, c'est plutôt comme planter un drapeau avant que la course commence. On manipule carrément le sentiment d'urgence ou le FOMO. C'est un mécanisme psychologique ultra puissant pour attirer la foule, ça c'est sûr. Les badauds deviennent des concurrents. Totalement. Mais attention, une fois que l'acheteur potentiel est physiquement devant le stand, la dynamique bascule. Il ne faut plus jouer sur la compétition. Il faut éliminer la friction, c'est ça. Voilà, il faut déclencher l'achat instantané sans passer par la case négociation gênante. Ça me frappe parce que toutes nos recommandations visent en fait à pallier l'anxiété de l'acheteur. On conseille d'étiqueter chaque boîte de façon exhaustive, un peu comme sur Ocaseo, tu sais. Avec le nombre de joueurs, la durée, la langue et l'état de la boîte. Exactement. Cette étiquette, elle agit vraiment comme un vendeur silencieux qui répond aux questions directes. Parce que le doute tue l'acte d'achat. Si une personne doit demander si un jeu à 20 € est complet, l'élan, il est brisé. C'est pour ça qu'on insiste pour que les vendeurs ouvrent et recomptent tout le matériel la veille. Absolument. Et côté tarif, fixer des ancrages clairs, ça aide de fou. Un petit jeu rapide comme Trio part très vite à 5 €. Alors qu'un gros classique comme Catan partira naturellement vers 18 ou 20 euros s'il est complet. Mais attends, je veux rebondir sur un point épineux de notre article. Vas-y, je t'écoute. On préconise la fameuse règle de 11h30. Casser radicalement les prix en fin de matinée pour vider la table. Mais n'y a-t-il pas une énorme contradiction ici, vu qu'on disait vouloir éviter de brader les jeux? En apparence, oui. Mais il faut séparer la valeur marchande réelle du bien des coûts irrécupérables. Passé 11h30, le pic d'affluence des vrais connaisseurs est terminé. Ah d'accord, donc on change complètement stratégie. Si on relie ça à la situation globale, la mission à ce stade, ce n'est plus de maximiser le profit, mais de libérer de l'espace physique chez soi. On fait des lots thématiques, du coup. C'est ça. Et on s'appuie sur les paiements digitaux, genre Lydia ou Twint, pour ne pas rater une vente juste parce que la personne n'a pas la monnaie sur un billet de 50. C'est sans doute la partie la plus dure émotionnellement. On regarde sa vieille boîte de Splendor, on revoit sa victoire épique de 2017, et il faut accepter que ça n'a aucune valeur financière pour l'inconnu en face. Mais cette fluidité transactionnelle, ça libère l'esprit. Le jeu ne perd pas sa valeur sentimentale, il part juste en créer de nouvelles ailleurs, autour d'une autre table. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Réussir sa vente, c'est finalement maîtriser la mise en scène, rassurer l'autre psychologiquement et faire le deuil de sa propre nostalgie. C'est un excellent résumé. Mais tout cela soulève une pensée fascinante pour conclure. Puisque se séparer de boîtes physiques implique autant de psychologie, de préparation visuelle et de signaux de confiance tangibles, comment cette dynamique va-t-elle évoluer avec nos bibliothèques de jeux purement numériques?
Ah, la grande question des collections virtuelles. Ouais, ces énormes ludothèques qu'on ne pourra jamais étaler sur des tréteaux un dimanche matin au soleil. Voilà de quoi cogiter d'ici notre prochaine analyse.